Je m'appelle Camille Lefebvre. J'ai 31 ans et, 5 jours avant le réveillon de Noël, j'ai appris qu'être exclu d'un dîner de famille est parfois le moyen le plus direct de voir ce que l'on vaut vraiment aux yeux des siens. J'étais dans ma cuisine, un sac de courses posé sur le plan de travail, quand j'ai reçu le message vocal. J'ai failli ne pas l'écouter car les appels de mon père signifiaient généralement l'une de ces deux choses, soit quelque chose était cassé à la boutique, soit quelqu'un avait besoin que je règle un problème qu'ils prétendraient plus tard avoir résolu eux-mêmes. Mais cette fois, sa voix était calme. Trop calme. Il m'a dit que lui et ma mère avaient discuté et qu'ils avaient décidé qu'il valait mieux que je ne vienne pas pour Noël cette année. Puis il a ajouté la phrase qui a tout figé en moi, « Nous te coupons de la fête. Ne viens pas. S'il te plaît, respecte notre décision. » J'ai écouté le message une fois. Puis je l'ai réécouté. Non pas parce que je n'avais pas compris, mais parce que je voulais entendre avec quelle facilité il l'avait dit. Comme s'il annulait un rendez-vous chez le dentiste. Comme si je n'étais pas sa fille. Comme si je n'avais pas passé des années à maintenir à flot leur boutique de décoration, Maison et Harmonie, pendant qu'ils souriaient aux clients en racontant à tout le monde qu'ils avaient tout bâti à la force du poignet et par la foi. 2 semaines plus tôt, je les avais enfin repris devant quelqu'un. J'avais dit que les fiches de paie ne se faisaient pas toutes seules, que les commandes en ligne ne s'organisaient pas par magie et que les relances de l'URSSAF ne disparaissaient pas avec des prières. C'était ça, mon crime. Alors je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. J'ai répondu par 3 mots, je respecte ça. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur, je me suis connecté au compte de l'entreprise qu'ils avaient oublié que je contrôlais encore, et à minuit, je leur ai donné exactement ce qu'ils demandaient, de la distance. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé 36 heures plus tard, retenez bien ceci, parfois, la personne qu'une famille qualifie de « difficile » est simplement celle qui finit par arrêter d'être utile gratuitement. Et quand j'ai arrêté, leur Noël parfait s'est transformé en un début d'effondrement. Ce soir-là, je n'ai pas envoyé de longs messages émotionnels. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai préparé un thé, je me suis assise à ma table et j'ai ouvert cet ordinateur que j'utilisais depuis 3 ans pour faire vivre leur commerce. Maison et Harmonie avait un charme fou vu de l'extérieur. C'était le genre d'endroit que les gens adorent à Aix-en-Provence, surtout pendant les fêtes. Des bougies près de la caisse, des couronnes artisanales en vitrine, des plaids pliés dans des paniers en osier et des décorations de Noël qui arrivaient avant même la fin de l'automne. Les clients voyaient mes parents sourire derrière le comptoir, emballer les achats dans du papier de soie et parler de « valeur travail ». Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était moi, à minuit, en train de corriger les erreurs d'inventaire. Ils ne me voyaient pas appeler le support technique pendant mes pauses déjeuner parce que mon père avait oublié de valider les heures des employés. Ils ne me voyaient pas ouvrir les courriers fiscaux parce que ma mère disait que les lettres de l'administration la rendaient anxieuse. 1 an plus tôt, la boutique avait failli couler. Les commandes étaient fausses, les factures fournisseurs en retard, et la boutique en ligne était un désastre. J'étais intervenu parce qu'ils disaient que, dans une famille, on se serre les coudes. J'avais tout mis en place, Shopify, les terminaux de paiement, la comptabilité numérique, les portails fournisseurs, les campagnes de mailing et un drive partagé avec chaque document important qu'ils promettaient de lire, plus tard. Ce « plus tard » n'est jamais venu. Ils préféraient m'appeler quand quelque chose plantait. Ils me traitaient de maniaque du contrôle quand je leur demandais d'apprendre le système. Ils me disaient que j'étais dramatique quand je disais que je ne pouvais plus être la roue de secours non payée d'une entreprise qui me traitait comme un inconvénient. Alors, après que mon père m'a dit de ne pas venir pour Noël, j'ai décidé de respecter leur décision de la manière la plus honnête possible. Je n'ai rien saboté. Je n'ai supprimé aucun fichier. Je me suis simplement retiré des endroits que je n'aurais jamais dû porter seul. J'ai changé les numéros de récupération des comptes, passant de mon portable personnel au téléphone fixe de la boutique. J'ai déplacé les alertes administratives vers l'email officiel du magasin. Je me suis retiré comme contact d'urgence pour les paiements. J'ai renvoyé les rappels de gestion vers la boîte de réception de mon père. J'ai désactivé les alertes de paie qui arrivaient sur mon téléphone à chaque fin de mois. Ensuite, j'ai créé un dernier dossier intitulé « Passation de pouvoir ». À l'intérieur se trouvaient les instructions de mots de passe, les contacts fournisseurs, les dates de déclaration de TVA, les étapes de la paie, des captures d'écran des procédures de remboursement et les notes pour les soldes de janvier. Un document intitulé « Commencez ici » était tout en haut, car une partie de moi se souciait encore des employés qui n'avaient rien fait de mal.
J'ai pensé à écrire un mot, quelque chose de tranchant, mais les mots n'avaient jamais fonctionné avec eux. Ils les déformaient. Ils les ignoraient. Alors j'ai envoyé le dossier à l'adresse du magasin sans aucun message et je me suis déconnecté de tous les comptes. Quand la dernière fenêtre s'est fermée, l'appartement m'a semblé trop calme. Pendant des années, mes soirées avaient été remplies par les urgences des autres, une facture manquante, une caisse bloquée, une livraison non conforme. J'attendais que la culpabilité apparaisse, mais rien n'est venu. Le lendemain matin, calme plat. Pas d'appel, pas de texto furieux. Je suis allé travailler pour mes propres clients, ceux qui me payaient réellement, je suis rentré, et toujours rien. Le deuxième jour, j'ai failli rire. Ils n'avaient rien remarqué car la machine avançait encore sur son élan. Les commandes tombaient, les clients achetaient. Mes parents étaient probablement encore derrière leur comptoir à raconter à quel point ils étaient bénis. Mais je savais ce qu'ils ignoraient, la grosse période des fêtes arrivait, la paie devait être validée, et l'inventaire nécessitait une synchronisation manuelle avant le lancement des promotions d'après Noël. Le système n'était pas cassé, il était propre et organisé, mais pour la première fois, ils devaient le piloter eux-mêmes. Pendant 36 heures, mon téléphone est resté silencieux. Puis, juste après le dîner du mercredi, mon père a appelé. J'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, ma mère a appelé. Puis le fixe du magasin. Puis mon père à nouveau. Le silence était terminé. Le premier message vocal durait 12 secondes. Mon père avait l'air irrité, pas encore effrayé. Camille, rappelle-moi. On n'arrive pas à entrer sur le tableau de bord. J'ai besoin du mot de passe actuel. Pas de bonjour, pas d'excuses, pas de mention de Noël. Juste un ordre. Comme si j'étais toujours en attente, prête à être utile. J'ai posé le téléphone et j'ai continué à manger. En 5 minutes, il y a eu 9 appels manqués. Le message suivant était plus long. Sa voix changeait. Il essayait de rester calme mais je sentais la faille. Le système de vente demandait un code de vérification envoyé sur le téléphone du magasin, mais ma mère ne le trouvait pas. Il voulait que je les aide, vite fait. Vite fait, c'était leur façon de décrire tout ce que je faisais. Vite fait, ça voulait dire passer des heures sur un tableau Excel que mon père avait ignoré pendant des semaines ou régler la paie un dimanche soir. Je n'ai pas rappelé. J'ai lancé un film. À 22 heures, les messages arrivaient de partout. Mon père textait, rappelle-moi maintenant, ma mère écrivait, ça devient ridicule. Puis Maggie, la responsable du magasin, m'a envoyé un message qui m'a fait hésiter. Elle demandait qui gérait les commandes en ligne car 12 étaient marquées comme payées mais non traitées, et le stock ne correspondait plus. Maggie avait toujours été correcte avec moi. Pendant une seconde, la culpabilité m'a serré la poitrine. Puis je me suis souvenu du dossier. J'avais laissé les instructions. Je n'avais pas abandonné l'entreprise, j'avais abandonné le rôle de celle que l'on blâme pour tout sans jamais la créditer de rien. J'ai répondu uniquement à Maggie, le dossier de passation est sur le drive. Le doc commencé ici et explique tout. Ensuite, j'ai mis la conversation en sourdine. Au matin, les appels dépassaient la trentaine. Ma mère a laissé un message avec cette voix de victime qu'elle utilisait quand elle voulait paraître douce sans prendre ses responsabilités. Camille, chérie, je sais que tu es blessée pour Noël, mais ce n'est pas une façon de réagir. Nous sommes tes parents. La boutique n'a rien à voir avec les disputes de famille. Ça m'a presque fait rire. Pendant des années, la boutique avait tout à voir avec la famille dès qu'ils avaient besoin de moi. C'était la famille, quand il fallait éponger leurs dettes ou gérer leurs erreurs de stock. Mais maintenant que je m'éloignais, soudain, le business et la famille étaient deux choses séparées. Vers midi, mon père a laissé un autre message, plus sec. Il demandait si j'avais changé les réglages de la caisse car les lecteurs de cartes ne se synchronisaient plus. Je n'avais rien changé. C'était juste l'inventaire hebdomadaire qu'il n'avait pas fait, alors que je lui avais répété 6 fois d'apprendre à le faire avant le rush. Il m'avait répondu qu'il n'avait pas le temps de devenir un informaticien. Ma mère disait que je rendais les choses simples compliquées pour me sentir importante. Maintenant, la chose simple était devant eux et personne ne savait quoi faire. Dans l'après-midi, mon frère Lucas a appelé. Par curiosité, j'ai décroché. Il m'a demandé si je pouvais les aider juste 1 heure parce que maman craquait et que papa était furieux.
Je lui ai demandé s'il avait entendu le message m'interdisant de venir à Noël. Il a dit oui, puis a ajouté « Tu sais comment ils sont ». Cette phrase a fermé la dernière petite porte que j'avais laissée ouverte. Tout le monde savait comment ils étaient. Et c'était devenu une raison pour que j'encaisse les coups au lieu d'une raison pour qu'ils arrêtent de les donner. J'ai dit à Lucas que le dossier était disponible et j'ai raccroché. À minuit, il y avait 112 appels manqués. Les transcriptions s'empilaient, mots de passe, paie, inventaire, remboursement, Shopify, aide, réponds, ça suffit. Ma mère pleurait dans un message, disant que les employés s'inquiétaient pour leur salaire. Puis mon père a laissé un dernier message, la voix basse et désespérée comme je ne l'avais jamais entendue, on a besoin de toi. Rappelle-moi. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise d'autre. C'était ce qu'il avait dit de plus honnête, et pourtant il passait totalement à côté du sujet. Je ne voulais pas qu'il dise quoi que ce soit. Je voulais qu'il comprenne que je n'étais pas un département qu'on ferme pour Noël et qu'on rouvre quand la caisse enregistreuse tombe en panne. Le matin de Noël a été calme dans mon appartement, et pour la première fois depuis longtemps, ce calme n'était pas de la solitude. C'était une victoire. Je me suis réveillé sans liste de problèmes à régler. À 11h47, un SMS groupé est arrivé, on pense à toi aujourd'hui. On espère que tu vas bien. C'était tout. Pas d'excuses. Juste des mots polis, parfaits pour faire des captures d'écran si quelqu'un demandait plus tard s'ils avaient essayé de me joindre. J'ai posé mon téléphone et je me suis préparé un bon dîner, un poulet rôti, des pommes de terre sautées, des haricots verts et un verre de vin. J'ai regardé de vieux films et je n'ai pas eu à m'asseoir à une table où chaque insulte était déguisée en plaisanterie. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais toujours célibataire. Personne ne m'a dit que j'étais trop sensible. Personne n'a félicité Lucas d'être venu avec une bûche achetée au supermarché alors que je réglais discrètement 3 urgences depuis l'arrière-boutique. J'aurais dû me sentir triste, mais j'avais l'impression de respirer après des années sous l'eau. Le lendemain, c'était le début des soldes, et la culpabilité ne synchronise pas les stocks. Dès 6h18, les appels ont repris. Le système de soldes que j'avais programmé des semaines plus tôt s'était lancé, mais l'inventaire n'étant pas à jour, les clients achetaient des articles déjà vendus en magasin. Des remises se cumulaient avec de vieux codes promotionnels que ma mère avait refusé de supprimer. Les marges s'effondraient. Les commandes en ligne étaient un chaos de quantités erronées. Vers midi, ma mère a laissé un message, la voix serrée. Elle a dit que les clients se plaignaient, que Maggie était débordée et que mon père était en ligne avec le support technique depuis 1 heure. Puis elle a dit, tu sais qu'on n'est pas doué avec ces trucs technologiques. Tu es la seule à comprendre comment ça marche. Ils admettaient que j'étais nécessaire quand tout s'écroulait, mais jamais quand tout allait bien. J'ai répondu une phrase, utilisez le dossier de passation. Tout ce que je sais est dedans. Samedi a été pire. Ils avaient envoyé un mail promotionnel à des milliers de clients avec des liens vers des articles épuisés ou mal étiquetés. Mon père a laissé un message à 14h30, la colère perçant à travers la panique, ce n'est pas professionnel, Camille. Tu ne peux pas fuir tes responsabilités à cause d'une dispute de famille. Une dispute de famille. C'est comme ça qu'il appelait le fait de m'avoir jeté comme une malpropre pour Noël après des années de travail gratuit et d'humiliation publique. Le lundi matin, la boutique saignait. 2 employés demandaient si leur chèque allait passer. Le fournisseur de bougies avait bloqué la prochaine livraison à cause d'une facture non confirmée. Mon père m'a envoyé un mail avec pour objet, urgent, s'il te plaît, aide-nous. On parlera de Noël une fois que ce sera réglé. Le magasin ne tiendra pas un jour de plus. Dis-nous quoi faire. Même dans le désespoir, il passait en premier. Règle notre crise d'abord, et peut-être qu'on discutera de la blessure qu'on t'a infligée. C'est là que j'ai arrêté d'être tenté de répondre. Il voulait la table de fête sans ma vérité, le business sans mon nom, et mon travail sans ma présence. Ce soir-là, j'ai éteint mon téléphone. Le mardi, les supplications se sont transformées en reproches. Mon père disait que mon comportement était inacceptable, que le magasin perdait de l'argent par ma faute. 1 an plus tôt, ce message m'aurait fait paniquer. J'aurais rappelé en m'excusant. Mais cette fois, je n'entendais qu'un homme furieux parce que sa télécommande ne marchait plus. Ma mère a tenté une autre approche le lendemain avec une voix douce et tremblante. Elle disait que Noël avait été douloureux pour tout le monde, que les familles ne devaient pas laisser les problèmes d'argent détruire l'essentiel.
Puis elle a dit, on n'a jamais voulu te blesser. On avait juste besoin que cette journée soit paisible. Cette phrase m'a tout dit. Même après le chaos, elle ne pouvait pas dire « je suis désolé ». Elle habillait sa culpabilité en inquiétude, mais ne pouvait pas assumer ce qu'ils avaient fait. Vers midi, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas, c'était ma mère, son sac serré entre ses mains, portant son manteau chic. Elle avait l'air parfaite, mais ses yeux cherchaient l'ascenseur comme si elle avait peur d'être vue. Je n'ai pas ouvert. Elle a frappé plus doucement. « Camille, je sais que tu es là. S'il te plaît, parlons comme des adultes. » J'ai attendu. Autrefois, la voir devant ma porte m'aurait fait culpabiliser, mais je savais comment la discussion finirait, par des reproches et une demande de réparation. Elle est partie. 10 minutes plus tard, un message vocal, elle disait que c'était devenu hors de contrôle, qu'elle ne voulait pas que des inconnus ou des employés se mêlent de nos affaires privées. Puis elle a ajouté que j'étais, toujours leur fille et que je ne pouvais pas les punir éternellement. Toujours pas d'excuses. Le soir même, Lucas m'a appelé. Il a dit qu'il ne voulait pas être au milieu de tout ça, mais qu'il pensait que je devais savoir une chose, papa et maman disent qu'ils vont peut-être vendre la Peugeot. J'ai mis une seconde à comprendre. Ma voiture. La 2008 que je leur avais rachetée en mars après que mon ancienne voiture avait lâché. J'avais payé la totalité par virement bancaire. J'avais le reçu, j'avais l'assurance à mon nom. La seule raison pour laquelle la carte grise n'avait pas encore été transférée officiellement était que mon père avait dit qu'il s'occuperait de la paperasse quand il aurait le temps. Ne t'inquiète pas, c'est juste de l'administratif, m'avait-il dit. Maintenant, Lucas me disait qu'ils appelaient ça un prêt familial non remboursé. Il prétendait que je n'avais jamais fini de payer la voiture et, comme le titre était techniquement encore au nom de mon père, il voulait la vendre pour couvrir les pertes de la boutique. Je me suis assise. C'est là que la dernière partie de moi qui les aimait encore est devenue de glace. Jusque-là, ils étaient désespérés. Maintenant, c'était des représailles. Ils ne pouvaient pas me ramener par la culpabilité, alors ils s'attaquaient à ce que j'avais payé de ma poche, profitant de la confiance que je leur avais témoignée. Lucas a suggéré que si j'aidais à la boutique quelques jours, les choses se calmeraient avant que ça ne devienne juridique. Ce mot m'a fait réagir. J'ai demandé à Lucas, « Tu crois que j'ai payé cette voiture ?» Il a gardé le silence, puis a dit, « Je ne connais pas les détails. » Évidemment. Personne ne connaît les détails quand cela oblige à choisir un camp. J'ai raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai rassemblé mes preuves, le virement bancaire, les échanges de SMS où mon père écrivait, « Dès que l'argent arrive, la Peugeot est à toi. » Je m'occupe des papiers. Il l'avait écrit noir sur blanc, non pas par honnêteté, mais parce qu'il n'avait jamais imaginé que j'utiliserais ses propres mots contre lui. J'ai tout sauvegardé. Ce n'était plus une question de Noël ou de boutique. C'était une question de contrôle. Ils avaient pensé que je reviendrais en rampant. Mais ils avaient oublié une chose importante, mon grand-père, Jean, possédait les murs dans lesquels leur boutique était installée. Il possédait aussi la maison qu'ils aimaient faire passer pour la leur. Il les avait aidés plus de fois qu'ils ne l'admettraient jamais. Pendant des années, je les avais protégés de sa déception en arrondissant les angles. Mais c'était fini. Le lendemain matin, j'ai imprimé chaque reçu, chaque message, chaque transcription de message vocal. J'ai pris mes clés et j'ai roulé vers la maison de mon grand-père. Il vivait à 40 minutes d'Aix, au bout d'une allée de platanes. Je n'avais pas prévenu. Jean Lefebvre avait 82 ans, l'œil vif et un silence qui poussait les gens aux aveux. Il a regardé le dossier, puis mon visage, et a dit « Entre ». Je lui ai tout raconté. Le message vocal de Noël, les systèmes informatiques, les 112 appels, le chantage à la voiture. Il ne m'a pas interrompu. Quand il a lu le message de mon père sur la Peugeot, il l'a relu 2 fois. Puis il s'est levé, est allé dans son bureau et est revenu avec un épais dossier de beaux commerciaux. La boutique était à lui. Il payait un loyer dérisoire, moins de la moitié du prix du marché, parce qu'il voulait aider la famille. Il avait payé pour les travaux, accepté des retards de paiement, et les avait laissés agir comme s'ils étaient indépendants. Il a posé le bail à côté de mes preuves de paiement et a dit « On leur a laissé trop de cordes ». Puis il a appelé son notaire. Il a demandé 2 documents, d'abord, une mise en demeure formelle exigeant que mon père finalise le transfert de la carte grise sous 48 heures. Ensuite,
un avis écrit signifiant que le bail commercial de la boutique ne serait pas renouvelé aux conditions actuelles, avec une résiliation définitive dans 60 jours. Une partie de moi a voulu lui dire de ne pas aller si loin. Puis je me suis souvenu de ma mère devant ma porte. Je me suis souvenu de mon père traitant ma voiture de prêt non payé. J'ai gardé le silence. Le lendemain après-midi, grand-père a appelé mes parents pour qu'ils viennent chez lui à midi pour discuter du renouvellement du bail. Il n'a pas mentionné ma présence. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt. Quand mes parents sont entrés et m'ont vu, ma mère s'est figée. Le visage de mon père s'est crispé, mais il a vite repris son masque d'acteur. Il a dit, « Jean, quoi qu'elle t'ait dit, c'est une affaire privée entre nous et notre fille. » Grand-père n'a pas levé la voix. Il a fait glisser le premier document, « Vous en avez fait mon affaire quand vous avez essayé de voler la voiture qu'elle a payée. » Ma mère a voulu parler, mais grand-père a levé la main. Il a poussé le deuxième document, « Vous en avez aussi fait mon affaire quand vous avez utilisé mes murs, mon argent et son travail pour prétendre avoir bâti quelque chose que vous ne savez même pas gérer. » Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Elle a dit qu'ils étaient blessés, que j'avais rendu tout ça, moche, qu'ils voulaient juste un Noël paisible. Grand-père l'a regardé longuement, « Non. Vous vouliez la table sans la vérité, et l'entreprise sans l'ouvrière. Maintenant, l'addition arrive pour les deux en même temps. » Mon père a balbutié que le magasin était sous pression, que j'étais parti au pire moment. Grand-père a jeté le dossier de passation sur la table, elle vous a laissé les instructions. Vous avez refusé de les lire parce qu'il était plus facile de la blâmer. La pièce est devenue silencieuse. Il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Aucun pleur ne pouvait effacer les documents. Grand-père a dit à mon père qu'il avait 48 heures pour signer les papiers de la voiture, sinon le notaire s'en chargerait. Puis il leur a dit qu'ils avaient 60 jours pour libérer la boutique. Il en avait fini de financer le manque de respect au nom de la famille. Ma mère a murmuré mon nom comme si je devais la sauver. Je ne l'ai pas fait. Je me suis levé et j'ai dit, je ne suis pas là pour reconstruire une famille. Je suis là pour récupérer ce que j'ai payé. Je suis parti sans me retourner. 2 jours plus tard, mon père signait les documents de la voiture. Une semaine plus tard, l'avis d'expulsion devenait officiel. 7 mois après, je me souviens encore du bruit de la porte quand je suis sorti de chez mon grand-père. Un simple clic. Pendant toute ma vie, j'avais pensé que quitter ma famille ressemblerait à une tempête, mais la vérité était plus calme. Je suis monté dans ma Peugeot, j'ai posé les papiers sur le siège passager et j'ai réalisé que la version de moi qui revenait toujours en arrière était morte. La boutique n'a pas coulé d'un coup, ce qui a été pire pour leur ego. Les remboursements se sont accumulés, des employés ont démissionné à cause des retards de paie. Maggie a trouvé un autre poste dans une grande enseigne, et j'en ai été ravi. Quand les 60 jours ont expiré, Maison et Harmonie étaient déjà à l'agonie. Mes parents n'ont pas pu trouver d'autre local au loyer que mon grand-père leur offrait. Ils ne pouvaient plus blâmer les logiciels éternellement. Le business dont ils s'étaient vantés ne pouvait pas survivre sans quelqu'un pour le porter à bout de bras. Quand le magasin a fermé, Lucas m'a envoyé un SMS, il ferme la semaine prochaine. Je l'ai supprimé sans répondre. Je n'ai pas célébré. Leur échec était simplement la fin naturelle d'un mensonge qui n'avait plus personne pour l'entretenir. Mes parents m'ont envoyé un mail plus tard, disant que des erreurs avaient été commises des deux côtés, et qu'ils espéraient qu'un jour la famille compterait plus que la fierté. J'ai archivé le mail. Des erreurs ont été commises, n'est pas une excuse. Des deux côtés, n'est pas une prise de responsabilité. Mon grand-père a mis son testament à jour peu après. Il ne m'a pas donné les détails, il a juste dit qu'il avait passé trop d'années à récompenser des gens qui faisaient semblant d'être impuissants. Désormais, il vient dîner chez moi 2 fois par mois. On parle de son jardin, de mon travail, de vieux films. Il ne me demande pas de leur pardonner. Il comprend que la paix n'a pas besoin d'être défendue chaque minute pour être réelle. Ma vie a changé aussi. J'ai commencé à conseiller une boulangerie locale, puis un fleuriste, puis une animalerie. Mes compétences, que mes parents traitaient de « maniaquerie », sont devenues la raison pour laquelle d'autres entrepreneurs me font confiance. J'ai emménagé dans un nouvel appartement. Parfois, quand je passe devant le local vide où se trouvait la boutique, je ressens une petite pointe, non pas parce que le magasin me manque, mais parce que je me rappelle combien de moi-même j'avais laissé là-dedans en croyant que l'amour signifiait rester utile malgré les mauvais traitements. Ce que j'ai appris est simple,
mais il m'a fallu 31 ans pour y croire, la famille n'est pas un permis d'exploitation. L'amour ne se mesure pas à la quantité de manque de respect que l'on peut avaler. Être celle qui répare tout ne vous rend pas aimé, cela vous rend seulement pratique. Le véritable amour ne vous punit pas quand vous dites la vérité. Mes parents m'ont dit de ne pas venir pour Noël. J'ai fait exactement ce qu'ils ont demandé. Je me suis éloigné du dîner, puis de l'entreprise, puis de la culpabilité. Ils pensaient me couper les vivres, mais ils m'ont libéré.